Tidjane Thiam, bonjour. Bonjour. Vous étiez déjà une figure de l'économie mondiale, encore davantage aujourd'hui. Il y a une curiosité autour de vous incroyable. Comment on vit ça? Certains jours plus difficilement que d'autres, parce que en fait, de naturel, je suis plutôt timide, plutôt réservé, plutôt introverti. Bon, j'ai exercé des fonctions publiques, donc j'ai dû apprendre au fil des ans à être un peu à l'aise avec ça. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a, c'est un peu la nature des médias, mais une personnalisation excessive des choses. Si j'ai accompli des choses dans ma carrière, je n'ai jamais rien accompli tout seul. On fait des choses en équipe avec d'autres. Et je trouve que parfois, il y a vraiment une focalisation excessive sur les personnes. Vous avez connu plusieurs mondes, hein. On en parlera, l'Afrique, les grandes écoles en France, la grande carrière anglo-saxonne, les fonctions ministérielles, géant de l'assurance, maintenant géant de la banque, ambitieux, évidemment. Quoi d'autre? Je ne veux pas paraître hypocrite, mais je n'ai pas d'ambition personnelle. Moi, ce que j'aime bien, c'est en fait réussir ensemble. J'aime bien les gens. Moi, j'aime bien rire. Je fais souvent de très mauvaises plaisanteries. J'ai un caractère plutôt joyeux. Et c'est vrai qu'une journée sans rire est un peu une journée perdue. Donc, je pense que ce qu'il y a de commun peut-être dans toutes ces expériences, c'est que j'ai été dans des situations en fait assez difficiles. Je n'ai jamais pris de job facile. Quand j'ai été nommé en Côte d'Ivoire en 1994, mon premier job de directeur général, j'avais 31 ans et le ministre des Finances, à la fin de mon entretien, il m'a dit bon, on a oublié de te dire, c'était en avril 1994, il me dit on n'a payé aucun salaire depuis octobre, donc tes 4000 employés, ils ne sont pas payés, il me dit bonne chance. Donc mon premier, et il me dit on ne peut payer personne avant octobre prochain. Donc mon premier rôle de directeur général, c'est diriger une entreprise qui ne payait pas de salaire. Donc j'ai toujours eu des choses un peu difficiles à faire. Vous êtes un faux timide, évidemment. J'ai vu des conférences de vous. Vous êtes un showman, vous êtes très drôle, très brillant, vous jouez avec la salle et vous êtes un patron. La comparaison avec Obama, elle est très souvent faite. Vous avez presque le même âge, je crois, à une année près. Évidemment, on y pense. Il y a une génération Obama. Mon Dieu. Je ne me suis jamais posé la question. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. On est soi-même, on ne peut pas être. On est soi-même, on n'est pas quelqu'un d'autre. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer le président Obama en 2004 ou 2005, quand il était sénateur. En fait, j'étais dans la commission pour l'Afrique de Tony Blair. Il vous fascine, Obama? Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour la fonction politique en général. J'ai souvent besoin d'expliquer à mes pairs dans le secteur privé que ce que font les dirigeants politiques est extrêmement difficile. Moi, j'ai eu une carrière politique brève et ratée, donc j'ai beaucoup d'humilité par rapport à... C'est très difficile, quel que soit le pays, quelles que soient les circonstances. Donc évidemment, être président des États-Unis, c'est très difficile. Et ensuite, à cause de sa couleur, il a été, je pense, honnêtement confronté à une hostilité, certainement de certains segments de la société américaine, qui est réelle. Et probablement, je pense, même sans prendre parti, objectivement supérieure à celle à laquelle ont été confrontés ses prédécesseurs. Donc il a eu une tâche très difficile. Oui, il faut être encore meilleur pour y arriver. Vous savez, je peux répondre par une boutade. C'est François Giroud qui a dit que l'égalité homme-femme sera établie le jour où une femme médiocre sera nommée à une position de responsabilité. Je pourrais faire la même boutade pour toutes les minorités. En tout cas, ce destin ne s'est pas accompli complètement en France. Jean-Claude Trichet, en vous remettant la Légion d'honneur, disait « Vous êtes l'homme que la France peut regretter d'avoir laissé partir ». Aujourd'hui, c'est un accomplissement. Je ne réfléchis pas dans ces termes-là. Moi, j'ai suivi des opportunités. Je suis en Suisse aujourd'hui. Je suis vraiment, je mesure en fait le poids de la responsabilité qui est la mienne. Je connais le rôle du Crédit Suisse dans l'économie suisse et j'essaierai de ne pas décevoir. Après, vous savez, moi, je ne jette jamais la pierre à qui que ce soit. Quand on est africain, on peut donner de leçons à personne en matière de discrimination. Je dis souvent qu'il y a des discriminations en Afrique bien pires que celles qu'il peut y avoir entre blancs et noirs dans d'autres territoires, juste entre peuples ou
entre groupes ethniques, et c'est pareil en Asie ou en Europe, c'est l'histoire, ça c'est l'histoire de l'homme. Votre parcours, Tidjane Thiam, naissance en 1962 à Abidjan, un milieu favorisé par plusieurs côtés, on peut dire ça. Oui. Comment vous décririez ce milieu d'origine? Mon Dieu. Vous m'obligez à réfléchir souvent, parce que c'est des questions qu'on ne m'a jamais posées. Donc, tant mieux. Tant mieux, absolument. Mon père était très blessé, heurté par certaines formes de discrimination dont il avait été victime. On a beaucoup réécrit l'histoire coloniale. On oublie quand même que la loi Houphouët-Boigny en 1945, c'est l'abolition du travail forcé. C'est quand même des réalités lourdes. Votre mère était nièce d'Houphouët-Boigny, figure africaine, donc milieu par certains côtés favorisé, mais l'héritage colonial, le poids colonial, vous l'avez senti néanmoins? Ben ça, non, mon père en parlait beaucoup. Il était très frustré de ne pas avoir pu faire les études qu'il pensait que ses capacités intellectuelles auraient pu lui permettre de faire. Et il tenait vraiment à ce que ses enfants, en fait, n'aient pas de complexe et fassent le mieux qu'ils peuvent. Donc moi, je suis patient en prépa, mais j'ai deux autres frères. J'ai un frère qui a fait l'école centrale, j'ai un frère qui a fait l'école de chimie de Paris, qui a fait Wharton. Il y avait un accent très fort mis sur les études et la performance scolaire et le travail. Et il avait vraiment cette conviction, et ma mère aussi, que à force de travail, on pouvait arriver à faire des choses. Donc c'était une atmosphère familiale, on était 7 quand même, beaucoup de solidarité, mais aussi beaucoup de compétition. Vous étiez un premier de classe absolu. Quand on regarde votre CV d'étudiant, alors il y a tous les prix, premier prix de mathématiques, etc. Vous dites compétition avec vos frères même. Il y a une légende, vous savez qu'il y a une légende autour de vous disant que vous refaisiez les exercices de vos frères pour être sûr d'être encore meilleur. C'est vrai ça? Ça, malheureusement, c'est un de mes frères, je pense, qui a vendu la mèche. Ouais. Mais non, en fait, franchement, c'était pas, ça se passait pas comme ça. En fait, d'abord, quand vous êtes nombreux, il y a de grandes différences d'âge, et en fait, ils s'occupaient de moi, ils m'ont protégé, ils m'ont couvé, ils m'ont aidé. La culture, l'érudition, la brillance scolaire, c'est omniprésent dans votre vie. Le bac au lycée classique d'Abidjan, toute la suite du parcours qu'on rappellera. En quoi ça sert dans les affaires? Je vous ai entendu citer Platon dans des conférences. Ça paraît tellement loin parfois les gens. Je vais vous faire une confidence. Okay, jusqu'à 6 ans, j'étais complètement illettré et je n'allais pas à l'école. Parce que j'étais le plus jeune et donc ma mère, en fait, en général, me demandait si je voulais aller à l'école ou pas. Et en général, la réponse était non. Parce que c'était quand même beaucoup plus agréable de rester à la maison. Et ça c'est une anecdote que mon frère n'a pas racontée. Il est allé en fait dénoncer mes parents. Donc c'est une famille africaine. Il est allé voir le président Houphouët-Boigny. Il lui a dit voilà, nos parents vont produire un illettré. On a tous fait des études. Le petit dernier, il a 6 ans, il ne sait ni lire ni écrire. Et vraiment, et donc le président Houphouët a convoqué mes parents. En fait, d'ailleurs, c'était à Coligny. On est venu ici en Suisse. Et j'avais 6 ans, je m'en souviens, il y avait une espèce de tribunal de famille où ils ont été mis en accusation. Il faut qu'il aille à l'école. L'époque des princes africains illettrés, des rois fainéants, c'est fini. Notre famille, on a tourné la page. Et donc, ça a été pour moi un déchirement parce qu'à partir de là, j'ai dû aller à l'école. Et vous vous êtes rattrapé depuis lors. Je me suis rattrapé à l'extrême. Exactement. Ouais. Et parce que donc c'est pour dire que tout ça parfois c'est un peu le fruit du hasard. L'histoire, c'est important. On est là dans un bâtiment, je crois, qui date de la fin du 19e siècle. Il y a vous le rappelez, ce poids de l'histoire, Escher, la création du Crédit Suisse. Cet héritage, c'est quoi, s'il fallait le résumer en un mot? Je pense que c'est une vraie culture où on essaie de toujours faire... j'ai passé trop de temps dans les pays anglo-saxons, les mots me viennent en anglais, mais do the right thing, faire ce qu'il faut, bien traiter les clients, bien s'occuper des clients et assurer aussi la pérennité de l'entreprise et passer le bâton à la génération suivante. Un côté pragmatique, pardon, il y avait chez Escher, le fondateur, il y a cette tradition de banquier très pragmatique, très loin des montages. Absolument. C'est important. C'est important, je pense que ça fait partie de l'héritage. Je pense beaucoup d'intégrité aussi, beaucoup de principes. Vous êtes de ceux qui ont prévu la crise de 2008, c'est très rare. Vous savez que c'est très rare. Je pense que ce serait présomptueux de dire ça. Je pense que j'étais juste inquiet.
honnêtement, je ne savais pas ce qui se passerait. Mais j'ai un naturel prudent et c'est pareil. Aujourd'hui, je dis à beaucoup de gens, la dernière crise a eu lieu il y a 7 ans. Ouais. Bon, il y en aura d'autres. Combien de temps jusqu'à la prochaine, bien sûr. Donc, moi, je crois beaucoup qu'il faut développer des stratégies qui marchent par tout temps, et pas seulement par beau temps. Donc, dans votre ancienne maison, on a porté à votre crédit le fait que vous aviez fait des réserves très importantes. Ça en dit beaucoup sur votre philosophie. En fait, des j'avais affaires. refusé de distribuer ce qui était considéré comme un surplus, et je disais, écoutez, c'est un parapluie, c'est pas parce qu'il y a une sécheresse depuis quelques années qu'il pleuvra plus jamais. Donc, des crises, il y en aura d'autres. Oui. La spéculation, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la banque, de toute éternité. Il y a quand même, on est allé dans un excès à une certaine époque. Oui, je pense que c'est incontestable. Je pense que c'était guidé par une espèce d'optimisme déraisonné, où on pensait que les choses allaient continuer éternellement. Quand on regarde aujourd'hui, il y a quand même pas mal de raisons de s'inquiéter. Je dis, si vous regardez ce cycle économique, ce serait bien le premier cycle dans l'histoire où il n'y aurait pas eu de faillite. Donc on verra le jour où les taux d'intérêt se réajusteront, que le cash flow des entreprises sera sous pression, il y aura de la casse. Donc c'est une histoire qui n'est jamais finie. L'excès de montage mathématique dans la banque a été trop loin, l'excès de spéculation purement théorique. Moi, j'ai un point de vue là-dessus. Je pense que c'est très intéressant parce que beaucoup de mathématiciens, de polytechniciens, de scientifiques se sont retrouvés dans la finance. Et si vous regardez les modèles, moi j'avais un peu regardé, à une époque j'écrivais des programmes pour faire les prix des options et des produits dérivés, etc. En fait, c'est des modèles souvent tirés de la physique nucléaire. Et c'est très intéressant parce que je pense que ce que les gens ont appliqué des modèles dont parfois ils ont ignoré certains fondements. Quand on construit une centrale nucléaire, on fait tous les calculs théoriques, mais on sait très bien que les équations qu'on utilise ne sont que des approximations. Tout scientifique sait ça. Et donc à la fin, quand il faut décider l'épaisseur du béton, on ne prend pas juste l'épaisseur que les équations donnent. On sait qu'il y a des conditions physiques où ces équations ne fonctionnent plus. Oui. Donc, une des choses qui se sont passées pendant la crise, c'est que les gens ont utilisé des modèles à des moments où les conditions pour que les modèles soient valides avaient disparu. Pas assez de réserve, pas assez de prudence. Oui. Le problème, c'est que je pense que beaucoup de ces choses ont été appliquées sans vraiment compréhension de ce qui se passe. Quand un marché s'arrête, toutes ces équations qui sont basées sur la continuité ne fonctionnent plus. Et à ce moment-là, il faut revenir au bon sens. Je pense que les régulateurs ont tiré des leçons de ça parce qu'ils ont quand même maintenant adopté des règles beaucoup plus simples en faisant beaucoup plus de place au jugement. Et l'importance du jugement humain, c'est une des leçons qu'on peut tirer de la crise. Vous avez prononcé le mot « bon sens ». Vous êtes un intello pur sucre, hein. Mais ça me frappe beaucoup. Non, ça me frappe beaucoup. Je toujours négativement à cette description. C'est un compliment. Je suis pas. Non, je ne me vois pas comme ça. Mais je maintiens. Vous êtes un intello pur sucre. Et en même temps, ça me frappe beaucoup quand vous parlez des affaires. Vous dites le bon sens. Toujours. Ça reste la valeur fondamentale. Oui. C'est une des contributions de ma mère à la sagesse, je pense, universelle que j'ai citée à tout le monde. Elle disait toujours. Il y a une seule chose qu'on ne peut pas vendre en ce bas monde, c'est le bon sens. On évoquait votre carrière universitaire, polytechnique, pour des Suisses, pour des Américains, on ne comprend pas toujours à quel point. En France, c'est un prestige inouï, hein. Non seulement vous avez fait polytechnique, vous avez fait des mines majeures de promotion. Tout le monde rappelle ce moment de grâce. Vous descendez les Champs-Élysées, c'est 83, je crois. 14 juillet. Oui. 14 juillet, vous êtes en tête. Vous êtes très grand, hein. Vous faites 1m93, 1m93. Donc visible pour les vôtres, pour vous, c'était un grand moment. Oui, non, c'est un souvenir très, très émouvant toujours. Oui. En y repensant, vous pensez à quoi? Des sujets difficiles. À ma mère, qui n'est plus avec nous. Non, elle était très fière. Elle était très fière. Et mon père était très... C'est vraiment une préoccupation de coloniser. Et il adorait raconter cette anecdote quand il est arrivé en France pour la première fois
en 1954. Il est arrivé au Bourget, c'est les vols d'Afrique arrivaient à l'époque au Bourget, et il a demandé au chauffeur de taxi de l'emmener à l'école polytechnique, qui était sur la montagne Sainte-Geneviève à l'époque, et il raconte, enfin, aucun d'entre nous n'était là, donc il raconte l'histoire, il dit qu'il est allé. À l'époque, les polytechniciens montaient la garde devant l'école en uniforme, et il leur a dit, voilà, moi j'aurai un enfant là un jour. Votre grande réussite a été d'abord, entre autres, à Londres, évidemment, Prudential, extraordinaire succès. Quand vous partez, l'action Prudential tombe un peu, Crédit Suisse gagne 8%, c'est flatteur. Je vous ai dit que j'étais contre la personnalisation excessive. Vous m'avez traité de faux timide, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Vrai ou faux timide, en tout cas, vous êtes un patron. Qu'est-ce qui est facile, dire oui, dire non? Non, moi ça m'est... C'est peut-être là que je pensais que je suis un intellectuel. Pour moi, quand même, j'ai quand même eu un des plus grands échecs de l'histoire des affaires. J'ai quand même essayé de faire une OPA pour 35 milliards de trucs qui s'est terminée, c'était une catastrophe. Et un de mes investisseurs un jour m'a dit, voilà, la seule raison pour laquelle tu t'es retrouvé dans cette histoire, c'est que tu t'es convaincu que c'était the right thing to do, c'était vraiment ce qu'il fallait faire pour Prudential, et donc tu l'as fait. Je dis, mais oui, mais c'est la définition de mon job, c'est de savoir ce qui est la bonne réponse et ensuite de tout réunir pour que ça se fasse. Là, pardon, vous avez connu le combat, hein. Assemblée houleuse, défendre votre peau, c'était oui, mais des cette moments durs. entreprise, aujourd'hui, vaut 80 milliards de dollars. Le temps vous et a donné raison. Je l'avais acheté à 35. Donc, on dit dans mon pays, le mensonge court vite, mais la vérité finit toujours par le rattraper. Donc, après, c'est une histoire de court terme, long terme. Souvent, moi, je suis vraiment toujours focalisé sur le long terme, et souvent, je dis, dans la vie, il y a très peu de choses qui sont bénéfiques à court terme et bénéfiques à long terme. Très peu. On a la chance d'en trouver, très bien, mais c'est rare. La plupart des choses qui sont vraiment bénéfiques à long terme ont un coût à court terme, et donc ça veut dire souvent une certaine impopularité à court terme, mais ce qui compte, c'est le long terme. Le temps vous a donné raison, mais vous le disiez, sur le moment, ça a été vécu comme un échec. C'est quoi votre leçon de ça? Vous vous souvenez? Comment on survit à l'échec? Après, c'était sans paraître prétentieux, je pense que mon personnage favori, c'était Galilée à cette époque-là. Ouais. Je me souviens que j'étais assis là, j'ai pris 3 heures d'injures, d'invectives. Et je me disais pourtant, on avait raison. Et tous ceux qui ont été impliqués dans cette aventure avec moi partageaient une espèce de sentiment d'injustice extrême. Franchement, je ne sais pas si vous allez regarder le transcript de la dernière Assemblée générale, j'ai un actionnaire qui s'est exprimé là-dessus. Je pense qu'il y avait beaucoup de préjugés dans ce qui s'est passé. Et écoutez, j'ai un actionnaire, je peux le dire, j'ai un actionnaire qui a dit à un journaliste, parce qu'il était dans tous les journaux à me critiquer, il a dit, mais pour qui il se prend ce nègre? Il pense qu'on va le laisser faire une OPA de 35 milliards de dollars. Ça je l'ai vécu. C'est un actionnaire, un de mes top 10, qui a dit ça à un journaliste. Donc dans ce qui s'est passé, il y a à boire et à manger. Le monde anglo-saxon, vous y avez occupé une place très importante. Il y a ces photos quand vous êtes avec le prince Charles, vous êtes conseiller, vous avez été conseiller de Cameron. Ce monde vous a plu? On parlait tout à l'heure de bon sens, de pragmatisme, le goût des affaires, hein, le vrai goût des affaires comme les Londoniens peuvent l'avoir. Vous avez aimé ça? Oui, moi j'aime beaucoup, comment dire ça? Je crois beaucoup à la méritocratie. Et je pense que plus un système se rapproche de ça, plus j'y adhère. Je pense que c'est un système qui est ouvert. Décomplexé. Je crois beaucoup à la compétition. Je pense que de mettre les gens en compétition, c'est très bien, c'est bénéfique. Et je pense que c'est une des clés de leur réussite. Quand je vous lis, j'ai l'impression que vous êtes un libéral, pas au sens partisan, mais au sens vraiment philosophique du terme, hein, circulation des idées, compétition, etc. C'est très fort chez vous. Hein. Oui, regardez le sport, je pense que c'est peut-être le domaine où ces principes s'appliquent avec le plus de clarté. Et on sait très bien, si vous voulez une équipe qui est capable de gagner toutes les compétitions, vous n'allez pas dire je vais recruter entre le point A et le point B à 5 km, vous allez chercher les talents où ils se trouvent. Et je pense que ça s'applique à tous les domaines. La Suisse vous plaira, sens de l'entreprise, terreau libéral éternel. Vous avez les deux insignes, hein, tellement français et tellement suisse, Crédit Suisse à la boutonnière et la Légion d'honneur. Vous êtes culture tellement française, mais la culture suisse, elle vous attire?
Elle m'attire, je suis obligé, il faut que je sois très humble, je ne peux pas prétendre connaître la Suisse. Ce que j'en sais, c'est ce que j'ai pu glaner à travers des visites, des vacances, des séjours relativement brefs. Mais j'ai toujours eu beaucoup d'admiration. Moi, vous l'avez mentionné, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, donc je regarde l'histoire des pays, etc. J'ai toujours beaucoup lu. Et je pense que la Suisse est un exemple. Je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup de pays dans le monde aspirent à devenir la Suisse de la partie du monde où ils se trouvent. Soit le Costa Rica en Amérique latine ou la Côte d'Ivoire en Afrique. Quand un pays devient comme ça un exemple, c'est remarquable. Donc je suis très admiratif de la démocratie suisse. Bon sens, les gens travaillent dur, sont très amicaux. Moi, la chaleur de l'accueil que j'ai reçu ici est extrême. Et le fait que le Crédit Suisse m'ait approché, je pense que ça exprime quand même une certaine ouverture. Les Français sont souvent tellement présidentiels, Monsieur le Président, je vous en prie, etc. En Suisse, on a une culture apparemment très égalitaire. Vous sentez déjà ces deux mondes? Je n'ai pas. Je le sais par. Il suffit de regarder comment nos systèmes fonctionnent ici. Les gens sont très décontractés. Pour l'instant, vraiment, je n'ai eu que des expériences positives. Bon. Enfin, moi, je suis plutôt un homme de contact. J'aime bien les gens. Hier, je suis allé il y a 2 jours à Utlihof. Je pense que j'étais, on me dit, un des premiers membres du comité exécutif à y aller comme ça. Je suis passé dans les bureaux, serrer des mains, parler aux gens. Moi, c'est une espèce de convivialité, ça me convient bien. La variété de votre monde est incroyable. Hein. Famille musulmane. Oui, c'est compliqué, on est les deux. Ouais. Il y a, mes grands-parents, mon grand-père était musulman, ma grand-mère était catholique. Ils ont eu 2 filles et ils ont élevé une musulmane et une catholique. Donc on est vraiment des deux côtés de la... Vous êtes musulman? Moi, oui, mais la moitié de ma famille est catholique. Donc, ça compte pour vous? Vraiment, je ne parle pas de religion. C'est votre côté anglais, ça, entre autres. Mais en même temps, école jésuite, par exemple, hein, c'est pour dire vraiment que vous avez connu des mondes extrêmement variés. Ça aide? Oui, parce que après, je pense qu'on va après à l'essence des choses et on s'aperçoit, je crois que plus on a d'expériences comme ça variées, plus on mesure ce qu'on a de commun dans l'espèce humaine, à travers les géographies, les cultures, les religions, etc. Il y a quand même un substrat qui est à peu près le même partout. Après, maintenant, pour passer la barrière de la culture, de la langue, il faut le reconnaître et le respecter. Et je pense que quand on fait ça, mon expérience partout, c'est qu'à ce moment-là, les gens sont ouverts. Moi, je suis très respectueux de toutes les cultures. Klaus Schwab, il a beaucoup compté. Hein, le forum de Davos, donc en Suisse, je crois que c'est une des tribunes qui vraiment vous a fait connaître. Absolument. Absolument. C'est pour ça que quand les gens m'interrogent sur la Suisse, quand je suis sorti d'école et que j'avais McKinsey, en fait, l'autre offre que j'avais, c'était une offre je peux le dire, c'était Nestlé, qui m'avait trouvé, qui est venu me chercher, qui m'a fait venir à Vevey, etc. Donc, mon histoire est jalonnée d'épisodes suisses. Et ensuite, le forum de Davos, j'étais sidéré. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire en train de faire mes projets, etc. C'est eux qui m'ont contacté en me disant, voilà, on va vous désigner Global Leader for Tomorrow. Je me dis, très bien, en 97, j'avais 34-35 ans. Et Klaus Schwab a été un des premiers à m'écrire quand j'ai été nommé à la tête du Crédit Suisse pour me féliciter. Donc, un avant-dernier mot. L'adresse ici, Paradeplatz. Je crois que c'est une des plus chères du Monopoly. Hein. Je ne sais pas si... Je ne connais pas le Monopoly suisse, mais je vous crois sur parole. En entrant ici... C'est le poids de l'histoire. C'est le poids de l'histoire. Le plus difficile, le plus inédit dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est que j'ai passé toute ma carrière dans des positions où, en fait, j'étais le challenger. Donc, on dirait en anglais l'underdog. Ce qui est assez confortable. Et c'est la première fois, en fait, les attentes sont tellement élevées que sont presque effrayantes. Donc c'est une certaine nervosité. J'ai confiance dans le Crédit Suisse, dans les équipes et dans le fait qu'on va vraiment faire quelque chose de remarquable. Je vous entendais citer un proverbe baoulé. Vous disiez, je cite un de mémoire, hein, c'est pas parce que le chemin est difficile que ça déforme le bassin, c'est ça? Non, ce qu'on dit, c'est on a beau suivre un chemin accidenté, on sort quand même avec ses hanches droites. Et c'est un proverbe, vraiment. De toute façon, la culture du proverbe, je ne comprenais pas ce proverbe quand j'étais enfant. J'entendais tout le temps ça. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte, cette histoire de chemin, de hanches? Ça n'a absolument aucun sens.
Mais ce que ça veut dire, c'est que, en fait, il faut être flexible et adaptable, et ça n'empêche pas de rester fidèle à ses principes. C'est vraiment ça que ça veut dire. Ça veut dire que même si vous marchez sur un chemin comme ça, en pente, hein, pendant des kilomètres, à la fin, vous ressortirez avec vos hanches droites. Et donc on s'adapte, mais on reste soi. Voilà. Ce qui est vraiment, je dirais, la philosophie centrale des Baolés, qui sont un peuple assez extraordinaire. Alors, j'attends d'aller voir un musée ici. Il paraît qu'il y a une collection d'art baolé qui est très belle. Merci, Tidjane Thiam. Bonne chance. J'en aurai besoin. Merci. Merci beaucoup.